très fine et très subtile sur l'état d'urgence. Et bien évidemment, une analyse fine et subtile comme ça, elle ne prend pas dans l'opinion publique, parce qu'on voit des sondages avec énormément de gens qui sont favorables à l'état d'urgence. Et ce soir, moi j'ai eu l'impression, alors moi je suis contre l'état d'urgence, je le dis, mais j'ai eu l'impression que globalement, toute analyse que vous avez dite là, elle aura du mal à convaincre des gens qui sont favorables à l'état d'urgence. Moi je vois dans ma famille, dans mes amis, globalement, les gens sont pour l'état d'urgence parce que tout simplement, il faut en gros avoir tous les moyens pour lutter contre le terrorisme et que, au final, une petite atteinte aux libertés, si ça permet d'empêcher ne serait-ce qu'un acte terroriste, pourquoi pas. Et donc, j'aimerais savoir quels arguments seraient efficaces pour convaincre des gens qui sont favorables à l'état d'urgence de passer de l'autre côté. De la question du coût économique de cet état d'urgence. Parce que là, on a abordé le problème des gardes à vue donc administratives. C'est un pouvoir nouveau qui est donné à la police administrative. Mais il y a aussi des moyens nouveaux donnés à la police judiciaire. J'en discute avec une amie qui est commandant de police. Il y a quand même beaucoup plus de gardes à vue qui sont prononcées, donc certaines pour des broutilles, dans le cadre de l'activité de police judiciaire. Donc il y a quand même pas mal de répercussions de cet état d'urgence, dans le cadre de l'activité classique aussi. Donc je me pose la question du coût économique de cette mesure, parce que beaucoup de personnes sont effectivement favorables. Moi j'ai entendu, il me semble, favorables à l'état d'urgence. On nous a annoncé des restrictions budgétaires dans un contexte quand même où il y a quand même pas mal de personnes en difficulté sociale qui sont dans des états limites. Et je ne sais pas quel est le coût, et je pense que la question serait quand même intéressante à aborder si ça peut dissuader certaines personnes de se foncer trop facilement dans une logique un peu simpliste. La dictature de la finance, elle a besoin de la dictature. Donc, est-ce que je viens de dire était une énormité? C'est une question que je pose aussi. J'ai pas l'impression, mais maintenant c'est tellement énorme que les gens n'y croient pas. Et je pense qu'on est dans la période où les gens se posent beaucoup de questions, y compris par rapport à la peur, par rapport qui est entretenu. Et est-ce que moi j'ai l'espoir que cet état d'urgence ne pourra pas endiguer cette prise de conscience qui fait son chemin sur la nécessité de défendre la démocratie et les libertés. C'est ma conviction. Et je voulais juste faire un rappel, parce que ça a été dans les prochains débats qui vont avoir lieu, le 23 mars à Fontaine aura lieu un débat qui sera peut-être en écho à ce débat-là aussi, qui s'intitulera « De l'oxygène pour les médias » et qui sera organisé par le Travailleur Alpin, la Société des lecteurs de l'humanité. Et aussi qui pose la question de la concentration des médias et la volonté d'étouffer et que les citoyens aient du mal à se faire une opinion par soi-même et à construire leur opinion dans la diversité. Vous avez évoqué l'Algérie tout à l'heure, mais vous avez oublié le GIA de retour d'Afghanistan a tenté de prendre le pouvoir par la voie légale en Algérie, qui s'en est suivi l'assassinat du président Bougaf, qui était un président plutôt progressiste, et le déclenchement de la guerre civile qui a fait plus de 100 000 morts, hommes et femmes, en Algérie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que à mon avis, l'une des causes des attentats de novembre est aussi à rechercher dans cette situation en Algérie. Parce que je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'Algériens, mais les Algériens ne vous parlent pas de la guerre civile. Ils vous parlent de la période coloniale, de ce qui s'est passé avec la France, et après, ça saute à aujourd'hui. La période de la guerre civile, c'est l'omerta, personne n'en parle. Dans la communauté algérienne, voilà. Migrants par rapport à l'état d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, il y a quand même 5 millions de chômeurs. Je dirais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'attendais quelques pistes de solutions ce soir, et je dois dire que j'en ai pas beaucoup.
Oui, on parle justement de situation. Moi, j'ai été résistant. Pendant sous l'occupation, on a été 4 ans sous le joellement, hein, en zone occupée. Évidemment, la zone libre, c'était 2 ans. Enfin, nous, on a eu pendant 4 ans. Et on en a bavé. Bon, c'est pas de la tarte, hein, parce que pour faire 3 heures de queue pour un fromage mou et crémé, si vous avez le malheur de le laisser de la main, vous pouvez écrire au tableau avec, tellement il était sec. Bon, voilà les pénuries qu'on a vécues. J'ai récupéré des armes en cachette, mais j'ai fait des déraillements. Alors quand je vois les attentats, des agressions là qu'il y a en ce moment, c'est sporadique. Parce que nous, des déraillements, on en a fait, il ne faut pas mettre un bataillon pour faire un déraillement. Hein. Avec 2 gars, on en fait un. Hein. Et en ce moment, il y a du monde dans les trains. Vous voyez ce que je veux dire? Les proportions sont différentes. Et là, nous, au début, on a été critiqués, on nous prenait pour des terroristes. Hein. Puis après, petit à petit, c'est venu. Il a fallu lutter contre les marchés noirs, parce que ça devenait impossible, etc. Ce qu'il faut, c'est rassembler l'opinion publique dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on fait là en ce moment? On voit, bon, l'attentat de le journaliste là. Charlie. Ouais, dans ce théâtre. Mais bon, ça c'est comment je veux dire, une façon de démonstration. Mais on ne peut pas dire qu'il y en a eu partout. Il y en a peut-être 2 en Belgique, il y en a eu combien en France? 3 ou 4, on a battu 2 militaires. Si vous voulez faire vraiment de la, comment je veux dire, ça sert quelqu'un. Les attentats aussi en France, ils servent quelqu'un. Bon, vous avez qu'à voir. Et puis on en arrive au loin, là, vous venez tous citer, là, c'est bien, là. Moi, j'ai apprécié parce que c'est profond. Vous allez au fond des choses. Mais en attendant, ça sert à ça, les attentats qu'on nous fait maintenant. Madame et Monsieur sur la politique étrangère, vous avez fait une sorte de travelling arrière sur l'Afghanistan, sur l'Irak, pour expliquer comment on formait, entre guillemets, du terrorisme, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on assiste au Moyen-Orient à une redéfinition des frontières, en fait. Délibérément, une sorte de tectonique des plaques, de la diplomatie qui chamboule les frontières, qui provoque donc ces affrontements où nous intervenons militairement avec les États-Unis. Et donc, il me semble que c'est une politique de longue haleine, prise en connaissance de cause, pour redéfinir ces frontières. On voit bien considérer les accords cyclicaux sont complètement abolis, ils ne tiennent plus, et donc il va bien falloir redéfinir des accords pour redéfinir à minima ce qu'est le Moyen-Orient, qu'est-ce que sont ces frontières. Et si Daesh intervient, je pense que c'est en partie parce qu'il est partie prenante dans cette définition des frontières, qui ne veut pas laisser faire. Et quand on entend Manuel Valls nous prédire de nouveaux attentats, c'est qu'il sait très bien que cette politique-là est complètement déstabilisatrice et qu'elle a des conséquences à l'intérieur de la France. Et donc on paye aujourd'hui une sorte de retour de flamme. La guerre, on croit circonscrire à l'extérieur de nos frontières, en Moyen-Orient, on voit qu'elle commence à se faire aussi au sein de France. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, en partie, l'état d'urgence, ça sert aussi au gouvernement à avoir les mains libres pour continuer d'intervenir, parce qu'on n'entend pas beaucoup la remise en cause de cette politique extérieure. Et donc, on commence à entendre également qu'on prépare une deuxième intervention en Libye. Et donc, est-ce que la prolongation de l'état d'urgence ne sert pas, entre autres, à avoir de nouveau les mains libres pour intervenir en Libye? Demain, on aura certainement le droit de défiler pour lutter contre la loi El Khomri, mais je pose la question de savoir, est-ce qu'on aura le droit de défiler pour protester contre une intervention en Libye? Est-ce que ce ne sera pas, comme l'a décrit un des intervenants, la même situation que lorsqu'on voulait
protester contre la guerre d'Algérie, où là on nous l'interdira, où là on nous arrêtera. Je crois qu'il faudrait en premier arrêter d'utiliser le terme de terroriste. Parce que terroriste, on ne sait pas de quoi on parle. Comme le disait le camarade tout à l'heure, les résistants pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on les a appelés des terroristes. Les mouvements blacks aux États-Unis il y a quelques années, ils étaient considérés comme des terroristes. Donc on ne sait vraiment pas de quoi on parle. Et peut-être que si on veut utiliser ce mot-là, il faudrait d'abord l'utiliser contre les dirigeants des démocraties capitalistes, contre les dirigeants des pays occidentaux. Ce sont eux les premiers des terroristes. Parce que si on fait le compte des morts avec les bombardements qui sont justifiés uniquement par la défense des intérêts des grands groupes capitalistes, on voit qu'ils sont nettement plus nombreux, ceux dont ils sont responsables, que les quelques-uns sur lesquels il est tout à fait dramatique d'avoir à pleurer. N'empêche que les quelques-uns qui ont été tués en France, c'est rien. Je crois que l'importance de comprendre, il faut la mettre en évidence, parce que ce que vous avez développé sur la façon dont se forment les terroristes, c'est extrêmement important. Et voir que rejeter de notre société une partie des gens, et en particulier des jeunes, c'est aussi créer les conditions du terrorisme. C'est pas les... il faut que nous puissions aller contre les raisons qui ont radicalisé les gens. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce qui aggrave les choses, ce qui peut faire que chacun d'entre nous soit dans le collimateur, outre les manifestations et revendications syndicales, c'est le fait que partout se développent aussi des milices populaires. On demande aux gens d'être vigilants, de dénoncer le voisin. Et pourquoi, si je fais du bruit et que mon voisin ça le gêne, pourquoi il ne dirait pas que c'est que j'écoute radio, je ne sais pas quoi. Bon, hein, on peut tous, même celui qui n'a rien à se reprocher, aucune action sociale, peut être dans le collimateur. Et en plus, celui qui n'a aucune action sociale, il n'a pas l'idée de se défendre. Militaires se promenaient 4 par 4 régulièrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui se rappelle qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils déambulent comme ça. Ils déambulent. Alors on se met devant une école juive, bien sûr, pour montrer qu'ils veulent, qui est à côté d'un centre culturel musulman. C'est rue Lazare-Carnot, si vous connaissez. Donc, mais on se met devant l'école juive et non pas devant le centre culturel musulman. Bon, ils sont pas loin, ils peuvent intervenir, d'accord. Mais je trouve que, vous parliez tout à l'heure du coût de ceci, mais c'est comme effectivement quand on arrête quelqu'un pour aller le mettre en prison, quand on arrête quelqu'un pour aller le mettre dans un centre de rétention. Il faut voir, on dit qu'il n'y a plus de juge, on dit que la justice est étranglée et ne peut pas effectivement fonctionner normalement, et bien parce qu'on dépense l'argent autrement. Et ça, c'est de la chantilly sur un véritable terroir. Voilà, en gros, j'ai l'impression que ce qu'on a dit là, ça convaincra des convaincus. Pardon, je le dis comme je le pense. Mais moi, je me pose aussi la même question, est-ce qu'il y a des arguments pour convaincre le gouvernement? Voilà, oui, bien sûr. On est à peu près dans la même situation. Mais des arguments pour en trouver en droit. Tout à l'heure, j'entendais notre avocat nous dire qu'il fallait saisir un certain nombre de juridictions internationales. Je partage tout à fait ce point de vue. J'ai bien peur que même un arrêt d'une des deux juridictions européennes, même en défaveur de la France, n'arrive pas à convaincre ni vos amis, ni Manuel Valls, ni François Hollande. Donc je pense que la réponse, elle est ailleurs. Et elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus naïve. Je pense que pour être contre l'état d'urgence,
il faut simplement aimer vivre en liberté. Ça a l'air un peu bête, mais si vous posez la question à un citoyen lambda, enfin moi, est-ce que vous préférez vivre et dormir tranquille chez vous jusqu'à 6 h du matin ou pas? Est-ce que vous préférez dormir tranquillement jusqu'à l'heure du métier, ou est-ce que vous acceptez d'être réveillé vers minuit, 2, 3 h du matin par des policiers qui arrivent parfois masqués, parfois brutalement, parfois tout ce qu'on a vu, voilà. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez? Ce à quoi on me répondra que, en substance, si c'est pour lutter contre le terrorisme, on est prêt à l'accepter. Et c'est un peu le sentiment que beaucoup de gens sont prêts à l'accepter, malheureusement. Deuxième étape. Oui. Ça. Donc, à votre avis, vous pourriez peut-être lui dire, mais est-ce que vous êtes sûr qu'en menant 3500 ou 3600 perquisitions, voilà, et en mettant en résidence surveillée 250 personnes, est-ce que ça va arrêter le mouvement terroriste? Est-ce que vous pensez réellement que ça là, ce qui existe, ce qu'on a constaté depuis ceux contre quoi lutte un certain nombre d'avocats, est-ce que ça va stopper le terrorisme? Réponse, non. Sûrement pas. Puisque au même moment, enfin, je vous le rappelle, on est en train de chercher des arguments. Au même moment où on nous dit qu'il faut réformer la Constitution, il faut prolonger l'état d'urgence, il faut modifier encore le code pénal et la code pénale, au même moment, le Premier ministre nous dit devant l'opinion internationale, nous allons encore avoir des attentats de grande ampleur. Fin de citation. Alors, moi, je pose quand même la question, pour avoir, comme Nicole et vous, entendu je ne sais combien de ministres, de premiers ministres, nous dire que toutes les lois sur le terrorisme étaient absolument nécessaires, parce qu'il fallait absolument se réactualiser, s'adapter aux nouvelles méthodes des terroristes. Après avoir entendu tout ça, je constate que nous avons toujours et encore des attentats et qu'on nous en promet. Alors, moi je pose mais vraiment bêtement la question, à quoi ça sert ces lois? À quoi ça sert ces mesures? Et est-ce qu'à la rigueur, on n'aurait pas intérêt à mettre une sorte d'embargo sur la loi antiterroriste, et dire ce que nous disent d'ailleurs beaucoup d'autorités internationales et d'organisations, d'organismes comme Amnesty International ou la CAT ou d'autres, arrêtez, ce sont des lois liberticides qui ne servent à rien. Et troisième argument, et le dernier, mais ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce qu'attendent les mouvements terroristes. Et on le sait, on a étudié, enfin bon, on parlait de sciences politiques tout à l'heure, mais maintenant on a fini par retrouver un certain nombre de bibles antiterroristes, et on sait, ce sont souvent des documents un petit peu arides à lire, mais ce qu'ils cherchent précisément, c'est à déstabiliser les démocraties et à nous faire voter ces lois que nous sommes en train de voter. S'il y a des gens qui se réjouissent et qui se frottent les mains en regardant fonctionner aujourd'hui le gouvernement et le Parlement français, c'est Daesh et leur clique. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Et ce qu'ils espèrent même, c'est encore davantage. Ce qu'ils espèrent, c'est que aujourd'hui en France et dans d'autres démocraties, eh bien, il y a un chaos. Et que ce chaos naisse précisément de ces lois. C'est ça qu'ils attendent. Donc voilà. Mais en même temps, au fond, moi, ce que j'espère, si vous voulez, c'est qu'il y ait encore un certain nombre de politiques, j'allais presque dire anciens modèles, des gens qui aiment vraiment la liberté, qui sachent ce que sont les libertés publiques. Alors, c'est pas la peine d'être juriste pour aimer ça, mais c'est vrai que fut un temps où le Parlement était peuplé de beaucoup d'avocats. Bon, c'est pas un métier qui garantit tout, hein, mais on a connu des avocats au gouvernement qui... Bon. Mais quand même, il y
il y a eu en France, en tout cas, une culture de l'homme politique qui était attachée aux libertés publiques. Alors, on apprend beaucoup de bêtises à l'ENA, mais il y a des choses, des petites choses comme ça, des cours de liberté publique, voilà, de droit constitutionnel, qui rappellent qu'un État démocratique, c'est un État qui est fondé sur les libertés publiques. Et aujourd'hui, plus personne ne s'en souvient. Et tout à l'heure, on parlait très rapidement du juge, de la disparition du juge judiciaire. Alors, bon, moi, je serais évidemment contre, parce que, voilà, je vais gagner mon salaire à la fin du mois, c'est quand même assez scandaleux. Mais pour être sérieux, on est en train de passer dans ce qu'on appelait l'ère du soupçon, et non plus l'ère du droit. C'est ça. On parlait tout à l'heure des notes blanches. Mais moi, je suis heureusement magistrat, mais si j'étais avocat, comment, aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de juge judiciaire en la matière, comment aujourd'hui, devant le juge administratif, je vais pouvoir me défendre contre une note blanche? Mais moi, faudrait vous dresser des statuts. Enfin, c'est impossible. Parce que c'est quoi le juge judiciaire? Le juge judiciaire, c'est pas simplement le juge, c'est pas ma petite personne, c'est pas monsieur ou madame Attel. Le juge judiciaire, ça veut dire qu'en fait, c'est un ensemble, c'est un équilibre qui a été trouvé après la Seconde Guerre mondiale, à la suite du vote d'un certain nombre de grandes déclarations, et qui a fait qu'on a compris que le juge judiciaire, en fait, c'était une justice démocratique, un procès équitable. C'est pas un bonhomme, c'est un ensemble de règles de droit qui fait que, par exemple, quand vous allez dans un tribunal, vous savez contre quoi vous vous défendez. Vous savez ce qu'on vous reproche. C'est ça le juge judiciaire. Et c'est ça qu'on est en train de perdre de vue. Parce que devant cette juridiction administrative, devant lesquelles ils s'époumonnent, contre quoi ils se défendent? Une note blanche qui a été prise par qui? Quand? Sur quel fondement? Mais, enfin, on citait tout à l'heure un arrêt du Conseil d'État, qui est un des rares arrêts du Conseil d'État à avoir effectivement mis fin à une assignation à résidence. Enfin, je pense que vous connaissez un peu, il n'en a pas parlé, mais c'est dommage. En deux mots, c'est un gars qui, à Paris, essaye avec son téléphone portable de parler avec le haut-parleur. Il est comme ça. Donc de peau, il est à côté du rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui habite à Depanne. Et donc, il est arrêté. Et puis la machine s'enclenche. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il trouve heureusement un avocat, il arrive devant le tribunal administratif niette, on ne veut pas l'écouter, il va jusqu'au Conseil d'État. Et là, il explique devant un juge du Conseil d'État qui, au début, n'a pas tellement envie de l'écouter, parce que quand même, enfin, si c'est des renseignements policiers, c'est quand même pas... C'est pas une histoire inventée, enfin, c'est pas des mensonges, la police ne ment pas, évidemment. Voilà, ça part comme ça, le procès du Conseil d'État. Et puis tout d'un coup, le type, heureusement, l'assigné à résidence est là. Et du coup, on l'écoute. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, alors, il sort son téléphone portable et puis il montre au juge comment ça se passe. Et le juge, qui a peut-être jamais de sa vie téléphoné comme ça avec un haut-parleur, s'est dit, ah, peut-être... Et puis ensuite, il explique que, mais il n'a jamais été pris dans une affaire de trafic, comme une affaire de trafic d'armes ou de vol. Il avait été entendu comme témoin. Comme témoin. Mais rendez-vous compte. Enfin, je veux dire, on discute de l'état d'urgence. On met des gens en assignation à résidence. Sous prétexte, ils ont été entendus comme témoins un jour dans une affaire judiciaire. Et ça devient une vérité d'évidence. Et le type, ensuite, il reste pendant 2 mois, 3 mois chez lui, cloîtré, avec simplement la possibilité d'aller 3-4 fois pointer par jour. L'état des libertés, c'est ça. La juridiction administrative, ce qu'elle a jugé, c'est ça. L'ère du soupçon, c'est ça. Alors quand même, parce qu'on a eu un avocat qui était vraiment pugnace, qui faisait vraiment son travail, et qui était convaincu
on a obtenu du Conseil d'État, il a obtenu du Conseil d'État, effectivement, l'annulation de tout ça. Mais combien de recours sur ces 3000 perquisitions? Presque aucune. Voilà. Donc, quand je vous dis qu'on rentre dans l'ère du soupçon et que finalement, plus personne ne fait attention aux libertés, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on oublie le juge judiciaire et que finalement, on préfère faire confiance au préfet, on préfère faire confiance au procureur de la République, on préfère faire confiance à la juridiction administrative plutôt qu'au juge judiciaire. Alors, évidemment, tout ça, ce sont des dérives, mais on n'a pas encore mesuré les conséquences, parce que le préfet, qu'on démontre qu'il est indépendant, moi je veux bien, à ce moment-là, je suis prêt à changer la vie, qu'on démontre aussi que le procureur l'est, tant que la Cour européenne, la CEDH n'aura pas dit qu'il est indépendant, je ne changerai pas d'avis, même si ça doit offusquer un certain nombre de mes collègues procureurs. Non, tant qu'on n'aura pas changé le système de nomination des procureurs, tant qu'on n'aura pas changé leur système de discipline, tant qu'on n'aura pas changé les conditions de leur carrière, eh bien, ils resteront des gens soumis à une hiérarchie. Donc moi, je préfère un juge judiciaire, certes imparfait, mais qui est dans un équilibre, dans un processus où il y a des avocats, où il y a des contrôles, où il y a des recours, et où il y a un public qui peut regarder, où il y a des règles de droit précises, où on sait ce dont on est accusé, où il y a une égalité des armes. Et bien, je préfère ça dans cet État démocratique plutôt qu'un État dangereux où finalement les pouvoirs glissent de plus en plus vers le préfet, vers le procureur, vers l'administration. C'est ça qui est en jeu. Voilà ce que vous priez. Je ne cherche pas à convaincre des gens convaincus ou des gens qui ne sont pas convaincus, mais penser qu'ils vont avoir une sécurité absolue, ça n'existe pas. La liberté en elle-même est un risque. La liberté en elle-même est un risque. Et ça me fait penser à cette phrase, je ne me souviens plus très bien, du pasteur Niemeyer, je crois, que tout le monde connaît. Parce qu'au départ, on dit on n'est pas concerné. C'est pour ça qu'on accepte sa restriction de liberté. On pense qu'on n'est pas concerné, que ça concerne les autres. Sauf que quand le périmètre des libertés se réduit, ben ça finit par vous rattraper. Et un beau jour, vous vous retrouvez dans une situation et vous posez la question de savoir « et comment je sors de là ?» Voilà, c'est pour dire c'est pas que pour les autres. La liberté, elle n'est pas absolue, mais elle est un risque. Et moi, j'ai paraphrasé Raymond en disant que la liberté, c'est un plébiscite de tous les jours. Alors, jalousement, je voudrais garder ma liberté. Concernant le terrorisme, évidemment, je suis bien d'accord qu'il faut faire attention aux mots que l'on emploie, mais en même temps, je crois qu'il faut faire aussi attention quand on dit, je crois que, on ne peut pas comparer des morts, des attentats, et que tout attentat mérite qu'on s'y arrête quand même. Et si en France, les attentats ont fait le nombre de victimes qu'ils ont fait, ce sont quand même des victimes d'attentats. On ne peut pas, voilà, on peut pas faire de comparaison, je crois, entre les attentats. Je voulais juste peut-être, si vous me le permettez, pour une petite conclusion sur cette soirée qui a été riche en interventions, tant de la tribune que de la salle, peut-être quelques pistes de solutions. Je ne sais pas si c'est des solutions, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça des solutions, mais sur la question que vous posiez, monsieur, par rapport en effet à cet état d'urgence et qu'est-ce qu'on propose si on ne veut pas de cet état d'urgence. Je crois que c'est dans son intervention un petit peu ce que disait Nicole Borvo. Tout d'abord, il faut se pencher sur la politique internationale. Ça a été fait par plusieurs personnes d'ailleurs pendant le débat, et il faut proposer de combattre pour la paix. C'est un petit peu ce que disait aussi Fernand dans son intervention. Je crois que c'est en se battant pour la paix qu'on peut faire avancer les droits des peuples, et en France et de partout dans le monde. Et je pense que si on oublie ça, si on oublie que la situation que l'on vit aujourd'hui, ça a été bien décrit, je crois, et qui nous amène à cet état d'urgence voulu par le gouvernement, et que, en ce qui me concerne, je conteste avec ceux et celles qui étaient ici présents, eh bien, c'est dû quand même, par ailleurs, au même que ceux qui nous imposent cet état d'urgence. La politique internationale de guerre qui est menée de par le monde ne pourra pas continuer si on veut que ça cesse en France les risques d'attentats. Donc, je ne crois pas que cet état d'urgence empêchera de prochains attentats, j'en suis même persuadée. S'il peut y en avoir, il y en aura. Ce n'est pas l'état d'urgence tel qu'il est mis en œuvre qui les empêcheront. Par contre, si collectivement on essaye
de faire valoir la paix dans le monde, la paix en France, si ensemble on combat pour des droits nouveaux. Regardez, ça a été dit aussi, les atteintes aux droits sociaux à l'heure actuelle, à l'école, dans la santé, droit du travail, enfin tous ces droits, toute cette protection sociale qui a mis des années à se construire dans notre pays et dans d'autres pays, et sont remis en cause pour le libéralisme finalement. Donc si ensemble, collectivement, on se bat pour une amélioration de notre protection sociale, des droits individuels et collectifs, eh bien je crois qu'on porte ensemble, collectivement, des propositions de réponse. Je vois que ce n'est pas une réponse qui va vous donner satisfaction dans l'immédiat, parce que, évidemment, en sortant d'ici, on n'aura pas la solution toute faite. Mais je crois que si la solution toute faite existait, on aurait pu la faire connaître et la faire entendre davantage. Ce qui est dramatique aussi, et ça a été dit, il y aura un débat bientôt sur la presse, sur les médias, le pouvoir des médias. Ce qui est difficile aussi, c'est d'arriver dans cette société à se faire entendre. Oui. Pour quelles raisons aujourd'hui n'arrivons-nous plus à faire entendre ce que nous avons porté ici collectivement? Pourtant les intervenants étaient clairs, précis, d'un point de vue juriste, d'un point de vue politique, les choses sont claires et je pense que beaucoup de gens sont en capacité de l'entendre et de le comprendre, sauf qu'on ne nous entend plus ou pas suffisamment en dehors d'un cercle, je trouve, trop restreint. Et c'est un peu pour ça qu'on voulait organiser ce débat ce soir, pour élargir un peu le cercle de celles et ceux qui défendent ces idées, cette idée républicaine de notre pays, et ces valeurs républicaines que nous portons. Alors donc je crois que la solution, elle est en chacun d'entre nous, ici ce soir, à défendre, à dire autour de nous, à essayer de convaincre. Je sais que ce sera difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens convaincus du contraire, malheureusement, mais c'est ensemble, collectivement, que nous pouvons... dans les discussions que nous avons, dire à nos voisins, à nos amis, à notre famille, que non, l'état d'urgence ne réglera rien et que si on veut à nouveau vivre dans notre pays comme on a pu vivre par le passé, parce que quand même, c'est pas si vieux que ça, où on vivait tous ensemble, où on arrivait à se côtoyer les uns et les autres, où on avait une famille musulmane d'un côté, une famille chrétienne de l'autre, moi je suis athée, j'étais au milieu, voilà, on était tous ensemble et on vivait bien tous ensemble. Pour quelle raison est-ce qu'on ne pourrait plus, à nouveau, vivre bien tous ensemble dans notre pays, si ce n'est parce que certains veulent nous diviser pour des intérêts privés, évidemment. Ah, donc la solution, elle est un peu en vous et un peu en nous tous pour faire valoir ces idées républicaines qu'il faut vraiment remettre au goût du jour. Seul, on ne pourra rien. Ensemble, je crois qu'on pourra un peu plus. Et c'est vrai que je me rappelle de la bataille du CPE. On a été très surpris. J'étais déjà sénatrice à ce moment-là. On a été très surpris de ce mouvement qui a pris de l'ampleur. On ne sait pas trop comment, pourquoi. En tout cas, ça nous a porté au Parlement à l'époque. Et ce CPE a été bouté hors de notre législation. Mais peut-être que la bataille sur le Code du travail qui est en train de monter, peut-être qu'elle pourra nous donner cette force de nous retrouver collectivement et de reprendre conscience que c'est ensemble, par des droits collectifs, que nous pourrons à nouveau vivre mieux dans ce pays. Si chacun tire la couverture à soi, on n'y arrivera pas. Voilà, peut-être...